Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur les rendez-vous de la facture électronique. Aujourd'hui, on va évoquer un zoom sur les moyens de paiement. Et c'est toujours Bruno, du coup responsable ligne 100 chez Apogea, qui va animer ce webinaire. Deux petites choses avant de commencer. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde pour les prochaines web démos, sachez que la prochaine web démo est le 2 avril. Ça sera sur Sage Automatisation comptable. Mais il y aura d'autres web démos pour les mois prochains. Si vous avez des thématiques ou des sujets que vous souhaitez que l'on aborde et qu'on n'a pas encore abordé, n'hésitez pas à partager vos thématiques dans le chat. Et aussi, si éventuellement vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas à les poser. On va euh, prévoir 10-15 minutes de questions à la fin du webinaire. Je te laisse la parole, Bruno. Merci Jessica, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la facture électronique qui devient récurrent en cette année 2024, ou comme le disait Jessica, donc le prochain aura lieu au mois d'avril et un autre sera prévu également au mois de mai et ainsi de suite. Donc je suis Bruno Adler, je m'occupe de l'activité 700 chez Apogea et aujourd'hui on va parler de facture, de dématérialisation, de réforme et un petit focus sur la partie moyen de paiement pour vous présenter un petit peu les avantages de cette solution. Au sommaire donc, comme on le disait, on va parler donc de facture électronique et principalement on va faire un rappel de la réforme pour bien d'avoir en tête exactement quels sont les tenants et aboutissants, comment ça va se passer, quelles sont les étapes et comment faire pour anticiper cette réforme qui, malgré son report, va arriver assez vite. On verra également dans un deuxième temps ce que vous allez pouvoir faire pour vous préparer dans le cadre de vos applications 7 Jeux 100 et ce qu'apporte la V10 d'un point de vue nouveauté fonctionnelle en lien avec cette réforme. Petit loupé sur la présentation, on ne va pas parler de Sage Automatisation comptable, mais on va bien parler de la partie moyen de paiement. Donc voir un petit peu ce que ça peut vous apporter, comment ça fonctionne, quels sont les prérequis et l'aide que ça peut vous donner. On fera une démonstration produit avec la gestion d'un ordre de virement et voir un petit peu quels sont les impacts dans les applications. Et puis, comme Jessica le disait, une petite session de questions-réponses en fin de présentation. Voilà pour le sommaire. Donc, la réforme de la facture électronique, tout le monde est maintenant au courant de cette réforme, mais on va refaire un petit peu le point sur tout un tas de choses. Déjà, pour commencer, on est véritablement dans le cadre d'une réforme fiscale dont l'objectif principal est la lutte contre la fraude à la TVA. On a déjà eu en 2018 une première loi permettant de lutter contre cette fraude. Cette réforme de la facture électronique va véritablement dans ce sens-là et en complément de ce qui a déjà été fait en 2018. On a un calendrier d'application qui va être en plusieurs étapes et qui va permettre aux entreprises de se préparer et de mettre en place cette réforme de la facture électronique. Ce calendrier a évolué. On va voir que c'est plus le calendrier d'origine et on va vous présenter les nouvelles étapes et comment ça va se passer. Dans le cadre de cette réforme fiscale, des nouveaux formats de facture vont être obligatoires. Le format PDF va être toléré temporairement sur ce portail public et on verra à quoi correspond ce portail public. Mais vous allez voir que vous ne pourrez pas exploiter ce format très longtemps et d'autres formats devront être utilisés pour pouvoir répondre à cette obligation. En complément de ces nouveaux formats de facture, des nouveaux circuits de facture vont être gérés. C'est-à-dire que de nouveaux acteurs vont être intégrés à cette réforme et vont permettre de faire transiter tous les flux d'informations nécessaires. Ces flux d'informations, on va en avoir plusieurs, deux principalement. Une notion de invoicing qui va permettre de gérer le dépôt, la transmission, le suivi, toute la facturation B2B, donc entre entreprises, et B2G pour la facturation en lien avec l'État, le gouvernement, les administrations.
tout ce qui concerne la partie B2C, donc des ventes aux particuliers ou tout ce qui va être vente ou acquisition à l'international, n'est pas concerné par cette notion de e-invoicing. Par contre, le e-reporting va permettre de gérer ces différents échanges. Facturation de particuliers, facturation à l'international, et puis tout ce qui sera lié à la partie prestation de services et à la TVA sur encaissement. L'objectif de cette réforme, en plus de cette lutte à la fraude à la TVA, va être que les entreprises puissent obtenir sur le portail des impôts une déclaration de TVA pré-remplie qu'ils n'auront plus qu'à compléter et à valider éventuellement. En complément de ces informations, des changements vont être opérés également d'un point de vue sur les contrôles fiscaux. Actuellement, lorsque l'on va donner ces informations à l'administration, on va envoyer des données agrégées, donc des grandes masses, des volumes d'informations, des montants de chiffre d'affaires, des montants de TVA collectés, etc. Dans le cadre de cette réforme, on va passer sur des données transactionnelles, donc des données individualisées, c'est-à-dire que vous allez envoyer à l'administration toutes les factures que vous allez éditer et faire parvenir à vos clients. Donc, ce portail qui va être mis en place sera l'intermédiaire et en complément de la mise à disposition de ces factures à vos clients, l'administration récupérera tout un tas d'éléments sur la facturation, le montant de la TVA, les différents taux, les modes de règlement, les dates d'échéance, voilà. Tout un tas d'informations vont être récupérées. Actuellement, on est encore sur des contrôles à la demande, c'est-à-dire que si on a besoin d'informations complémentaires, vous allez recevoir des notifications, on va vous demander de préparer tout un tas de choses. Donc, c'est véritablement à l'initiative de l'administration que ces contrôles sont opérés. Dans le cadre de cette réforme, la transmission de ces éléments justificatifs vont être faits de manière systématique. Comme je disais, à chaque envoi de facture, les données seront extraites et pourront être analysées par l'administration. Pour finir, ces différents contrôles sont faits après la réalisation des opérations. On est vraiment a posteriori de ces déclarations et de tout ce qui a été généré. On va passer sur des analyses en temps réel et donc un traitement beaucoup plus rapide et beaucoup plus ciblé et beaucoup plus régulier de tous ces contrôles vont pouvoir être faits. Donc on est vraiment sur un changement des méthodes et des possibilités, ce qui ne sera pas anodin à notre niveau. Concernant le calendrier, donc on l'évoquait tout à l'heure, le calendrier va être en plusieurs étapes. Les prochaines étapes qui vont arriver, c'est la livraison courant 2024 du PPF et la possibilité de commencer à faire des tests dans des conditions réelles. Ces tests auront lieu, eux, courant à partir de 2025 avec une phase de qualification, de tests et des pilotes qui vont être réalisés en lien avec le partenaire, les partenaires de DEMAT, le portail public de facturation. Donc, ça veut dire que cette année, l'année prochaine, va être véritablement consacrée à la réalisation de la validation de cet environnement. Concernant l'application de cette réforme, on avait trois phases sur le précédent calendrier. On est repassé à deux. Les deux étapes importantes, c'est septembre 2026 et septembre 2027. Et en fonction de la catégorie d'entreprise, là aussi, on est encore sur des typologies d'entreprises, vous n'aurez pas les mêmes obligations. Toute la partie grande entreprise et ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, vont avoir l'obligation dès septembre 2026 d'émettre et de réceptionner des factures dématérialisées. Donc, ce sont ces entreprises-là qui vont lancer la réforme et qui vont devoir pouvoir émettre des factures dématérialisées et également les réceptionner. Concernant la partie TPE et PME, l'obligation de réception est elle aussi en septembre 2026. Donc, toute entreprise devrait être en capacité de recevoir des factures émises par les grandes entreprises ou les ETI. Et à compter de septembre 2027, l'émission de factures dématérialisées sera obligatoire pour toute entreprise assujettie à la TVA. Ce qui veut dire que voilà, on a un report effectivement de cette obligation, donc un report de 2 ans par rapport au calendrier d'origine.
Mais voilà, septembre 2026, c'est la première échéance, en sachant que même si vous n'êtes pas considéré au sens de la loi comme une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, vous avez des possibilités d'anticipation de la réforme. Et puis dans certains cas, dans le cadre de politiques groupe ou autres, vous allez avoir pourquoi pas des obligations d'anticipation plus liées à des raisons internes qu'à des raisons légales. Ce nouveau calendrier a été entériné dans l'article de loi 91 qui date du 29 décembre 2023, donc c'est l'année en fin d'année dernière que ce calendrier a été validé. Au niveau des transactions concernées, on a évoqué tout à l'heure les différents flux. En fonction des cas de figure, vous allez être obligé de gérer soit du e-invoicing, soit du e-reporting. Le e-invoicing, donc qui va être justement cette obligation d'émettre ou de recevoir des factures de manière dématérialisée, va concerner une transaction entre un vendeur assujetti à la TVA français et un acheteur assujetti également à la TVA français. Donc on est dans la première tuile bleu foncé. Donc là, on va être véritablement dans une notion de e-invoicing, ce qui veut dire que les factures ne seront plus émises comme maintenant. Vous allez avoir une nouvelle façon de les envoyer. Dans tous les autres cas, donc dans du B2C, dans des ventes intracommunautaires, dans des acquisitions intracommunautaires également, vous allez être obligé de faire du e-reporting. Donc on va voir un petit peu quelles sont les conséquences. Mais également, si j'ai un vendeur qui est assujetti français, mais qui vend à un client non assujetti à la TVA, je vais dans du e-reporting, je ne ferai pas de e-invoicing. Et dès que ça va concerner l'étranger, on va être dans du e-reporting. Toutes les autres opérations qui ne seraient pas prévues dans ce cadre-là, dans ces 6 tuiles, on est hors réforme pour le moment. Et toute la partie dom-tom sans TVA est assimilée à de l'étranger. Donc dans le cadre de cette réforme, donc on va être là aussi dans une notion de e-reporting dans ce cas. Donc ces deux notions, e-invoicing et e-reporting, sont vraiment très importantes parce qu'on parle beaucoup de facturation dématérialisée, mais il n'y a pas que la facturation qui va être dématérialisée, il va y avoir vraiment tout ce qui va être en lien avec cette notion de TVA. Pour la partie réforme, vous avez des acteurs qui vont acteurs nouveaux ou déjà connus, mais ces acteurs vont avoir une part importante dans cette mise en place de la réforme. Le premier acteur qui va être concerné et qui va être impliqué dans cette réforme, c'est le portail public de facturation, le PPF. Le PPF, ça va être la transformation d'un portail, d'une plateforme qu'on connaît déjà, qui est le portail Chorus Pro, qui va devenir le portail public de facturation. Donc, c'est la plateforme actuellement qui permet de déposer des factures que l'on aurait pour l'administration. Ça va être donc la plateforme d'échange gratuite qui pourra être utilisée par les entreprises. Donc, c'est le portail sur lequel vous allez pouvoir, pourquoi pas, déposer vos factures à l'intention des clients et recevoir les factures que vos fournisseurs vous mettraient à disposition. C'est ce portail qui fera l'interface avec l'administration fiscale et qui va concentrer tous les flux. Vous aurez sur ce portail un annuaire centralisé, on fera le point juste après, qui va permettre d'identifier toutes les entreprises assujetties à la TVA, donc concernées par cette réforme, et le portail ou les portails sur lesquels les factures devront être déposées. Donc, il n'y aura que l'administration fiscale qui aura cet annuaire et les acteurs pourront analyser, identifier pour chaque entreprise quel est le portail. L'avantage, donc, c'est que c'est une plateforme gratuite, mais elle va avoir des limitations. La première, c'est les formats de facture. Le socle minimal qui va être géré par l'administration fiscale, par ce portail, ce sont des formats de type UBL, FactureX ou UNC Fact C2I, donc on verra ça tout à l'heure. Vous n'aurez que ces formats-là qui seront autorisés. Vous aurez également un archivage de vos factures avec une valeur probante et sur une durée de 10 ans, si le portail public de facturation est bien le portail à partir duquel vous allez émettre votre facture. C'est-à-dire que toutes les factures vont transiter, vont être déposées directement sur ce portail.
On le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir faire un dépôt manuel des factures au format PDF simple, donc fichier PDF généré de manière très simple sur votre ordinateur. Seulement, cette possibilité va être pendant une phase transitoire et limitée. À terme, dès que vous allez devoir déposer vos factures sur le PPF, ça sera l'un des 3 formats dont on a parlé tout à l'heure. Cette plateforme de test va arriver prochainement. Elle devrait être disponible pour 2025 à minima pour les tests grandeur nature et devrait être mise à disposition dès cette année pour que les premiers tests puissent être réalisés avec les autres acteurs. En complément de cette plateforme privée, vous allez avoir complètement de cette plateforme publique, pardon, vous allez avoir les plateformes privées. Donc ces fameuses plateformes de dématérialisation partenaires ou PDP qui vont venir en complément du portail public de facturation. Donc toutes ces plateformes vont avoir l'obligation de répondre à toutes les fonctionnalités qui vont être prévues dans la réforme. C'est-à-dire que si vous choisissez cette plateforme, vous allez pouvoir émettre et transmettre toutes les factures électroniques à l'intention de vos clients. Et en complément, ces plateformes auront pour obligation de pouvoir transmettre toutes les données de vos factures, les données de paiement, à l'administration. Tout le monde ne pourra pas être PDP, donc on est en plein dedans actuellement, c'est-à-dire que vous allez devoir être immatriculé sur une durée de 3 ans pour pouvoir proposer ces services-là. Elles seront auditées régulièrement, devront répondre à tout un tas d'obligations. Le service d'immatriculation est en cours, donc ça a commencé fin 2023 et on avance petit à petit dans cette immatriculation. L'objectif étant qu'à terme, vous ayez ces partenaires précisément identifiés. Elles devront permettre une interopérabilité donc avec le PPF et avec à minima une autre PDP pour que les transferts de factures puissent se faire. Elles devront toutes respecter différents standards de sécurité, ISO 27001, le Sectum Cloud, le RGPD, etc. Et l'avantage de ces plateformes, donc elles auront un coût évidemment, vu qu'on est en présence de plateformes privées, donc de sociétés privées, mais elles vont vous permettre de gérer d'autres formats que ceux imposés par l'administration fiscale. C'est-à-dire que si vos outils de gestion ne sont pas en capacité d'émettre des factures au format attendu par l'administration, l'une des possibilités, c'est de passer par une PDP qui permettra de gérer et d'envoyer à l'administration les informations que vous aurez. Toutes ces plateformes privées sont référencées sur une page dédiée sur le site impôt.gouv.fr. Certaines plateformes, dont celles, sont déjà référencées, ont eu leur candidature acceptée et rentrent dans une seconde phase de cette démarche pour intégrer ensuite la phase pilote en tant que partenaire de démat. En complément de ce PPF et de ces PDP, vous allez avoir ce que l'on appelle des opérateurs de démat ou des OD. Ces OD ne seront que des intermédiaires, des prestataires de services qui vont permettre de dématérialiser des factures via de l'EDI ou des API. Donc on est vraiment sur un échange d'informations entre une entreprise et une plateforme. Ces OD ne remplacent en aucun cas les plateformes privées. On va le voir, c'est vraiment la possibilité d'envoyer entre deux plateformes ou entre deux éléments des données. Ça transporte, ça dématérialise des factures à destination ou en provenance des plateformes privées ou du portail public de facturation. Et si on fait un petit schéma, j'ai mon entreprise ici, je vais avoir donc mes fameuses plateformes de démat, la PPF ou les PDP, et entre les deux, pour que les échanges puissent se faire, j'aurai besoin d'opérateurs de démat, donc d'outils me permettant de faire transiter les flux d'informations rendus obligatoires par cette réforme. Au niveau des flux d'informations, des flux de factures électroniques, on le dit depuis le début, vous allez avoir véritablement cette notion de invoicing et de e-reporting. Si on fait un parallèle justement entre ces deux flux, donc on a bien vu que ça ne concernait pas la même typologie de clients ou de fournisseurs, et ce ne seront pas les mêmes obligations de déclaration.
Si on se concentre dans un premier temps sur la partie facture électronique, donc le invoicing, vous allez perdre un lien direct entre le fournisseur et le client. C'est-à-dire que moi, en tant que fournisseur, je vais émettre ma facture, mais je ne vais pas l'envoyer directement à mon client final. Je vais déposer ça sur une plateforme et c'est la plateforme que j'aurai sélectionnée qui va notifier le client et qui va lui dire qu'il a une nouvelle facture. Également, on le disait précédemment, les formats de facture seront contraints. Vous ne pourrez plus éditer des factures comme vous le faisiez, comme vous le faites actuellement. Je ne vais pas pouvoir, très temporairement, je ne pourrai faire que du PDF. Je vais devoir assez rapidement passer sur des formats euh, obligatoires et imposés par l'administration. Également, j'aurai un flux d'envoi unique par fournisseur. Je vais envoyer ma facture sur mon portail et à partir de cette facture, mon client sera informé et obtiendra sa facture. Et en même temps, je vais avoir tout un tas d'informations qui vont être remontées à l'administration fiscale pour ma déclaration. Et on est en règle générale dans un champ d'application assez limité, c'est certaines transactions, et on est principalement sur des transactions professionnelles de vente. Et toutes ces informations seront transmises à l'administration fiscale. Dans le cadre de cette notion de e-reporting, ma facture, je vais pouvoir continuer à l'envoyer directement à mon client. Donc, je vais garder le lien, c'est moi qui vais envoyer ma facture et je vais pouvoir garder mes habitudes. Je vais avoir également une liberté au niveau du format de facture. Je devrais toujours avoir des factures avec toutes les informations obligatoires qui doivent apparaître, mais je vais pouvoir continuer à faire du papier, je vais pouvoir continuer à faire du mail, je vais pouvoir continuer à utiliser pourquoi pas un portail sur lequel je vais déposer ces factures, mais un portail qui n'a rien de légal, ni PDP ni PPF. Je vais pouvoir gérer comme je le souhaite. À la différence du invoicing, on va avoir cette fois 2 flux par fournisseur, c'est-à-dire que je vais envoyer ma facture à mon client d'une certaine façon, et de l'autre côté, je vais devoir remonter les informations fiscales à l'administration. Et ces informations que je vais remonter, ça va être toutes les informations de TVA, toutes les informations liées aux clients, aux dates d'échéance, etc., etc. Et là, on est en général dans un champ d'application un peu plus étendu. Et dans ce cas-là, on va devoir envoyer voilà, toutes les informations obligatoires, toutes les données de vente, d'achat à l'administration fiscale. Certains points communs entre les deux flux, des formats structurés, une fréquence d'envoi, il y a une liste de données et un accès aux données qui vont être nécessaires, et puis des tiers ou des logiciels certifiés seront utilisés dans ce cadre-là. Au niveau des circuits, la facture, en fonction des différents choix, de vos choix ou de ceux de vos clients, la facture va transiter selon différentes possibilités. On voit bien le PPF qui va concentrer effectivement tous les flux et qui va les faire parvenir à l'administration fiscale. On a ce fameux annuaire centralisé qui sera, comme son nom l'indique, centralisé au PPF, et seul le PPF aura accès à l'intégralité des données. Et on est sur un schéma dit en Y, c'est-à-dire que voilà, tout va être concentré, tout va passer par le PPF. Les différents cas de figure, moi en tant que fournisseur B, j'ai émis une facture à mon client 1, j'ai choisi le PPF comme plateforme de démat, j'émets ma facture en passant par un opérateur de démat, donc un OD. Cette facture va être déposée sur mon PPF, qui est ma plateforme à moi. Le client 1 a également le PPF comme plateforme, il sera notifié qu'il a une facture et via ses outils de gestion, il va pouvoir aspirer toutes les factures et les traiter dans ces outils. Donc là, on est dans le cas le plus simple. C'est la même plateforme et qui plus est le PPF qui est au centre de tout ça. J'envoie cette fois ma facture au client 2. Pour moi, ça ne change rien. Je vais continuer à éditer mes factures et à les émettre via mon PPF. Donc, mon opérateur de démat déposera les factures sur le PPF. Et ce PPF va analyser encore une fois la facture, va identifier la plateforme à qui elle doit être déposée. Elle identifie que c'est une PDP et la PDP va recevoir cette facture et cette PDP va notifier le client 2 qui fera la récupération de ces factures. Si je suis fournisseur A, cette fois, je ne passerai pas en direct avec le PPF, mais je vais passer par une PDP pour différentes raisons. Je n'ai pas la possibilité d'émettre des factures au format attendu, je n'ai pas mis à jour mes logiciels, j'ai besoin de services complémentaires que le PPF
ne propose pas. Je passe par mon PDP. La plateforme de démat partenaire va interroger le PPF pour identifier la plateforme du client, va faire transiter la plateforme soit vers le client 1, et donc vers le PPF si le client 1 est concerné, ou sur une autre plateforme de démat, la PDP du client 2, qui va recevoir également cette facture. Dans les deux cas, des informations vont transiter par le PPF et vont remonter vers l'administration fiscale. Ça signifie que, quel que soit le choix de mes clients ou de mes fournisseurs, moi, ça ne changera rien. Je vais récupérer mes factures sur le portail ou sur les portails. On pourra en sélectionner plusieurs en fonction de différents cas de figure. Je récupérerai mes factures comme je l'ai décidé. Et l'information, enfin l'élément important, c'est vraiment que le PPF est l'élément central qui va permettre de faire l'interface avec l'administration fiscale pour la remontée d'informations sur les déclarations. Sur la partie reporting, on va être sur le même mode de fonctionnement, mais en un peu plus simple. Je vais également passer par les PDP ou le PPF et les OD permettront de faire transiter toutes les informations liées aux ventes entre sociétés à l'international, aux ventes à des particuliers ou aux informations relatives à la TVA sur encaissement, donc au paiement des factures. Tout ça, l'objectif étant que ça remonte à l'administration fiscale de manière automatique. En complément de ces deux flux, la facture électronique va intégrer des notions de statut. Certains statuts seront obligatoires, donc les 4 statuts en rouge ici, et qui seront gérés par le portail public de facturation. Et vous aurez des statuts recommandés, donc non obligatoires, mais qui sont intéressants à la fois pour le client et pour le fournisseur, et qui vont permettre de savoir un petit peu où en est la facture que vous avez reçue ou que vous avez déposée. Le premier statut obligatoire va être la notion de dépôt. Donc, vous devrez notifier que vous avez fait un dépôt de facture et l'indiquer. Ce dépôt de facture va permettre l'émission par la plateforme de cette facture qui va être reçue par la plateforme de l'acheteur. Et vous allez avoir un second statut directement disponible qui sera le rejet. Donc, un rejet pour des raisons techniques. Le format n'est pas le bon, il manque des informations, etc. Le rejet pourra être opéré et la facture mise de côté. Si la facture n'est pas rejetée, elle va être mise à disposition de l'acheteur qui aura, lui, la possibilité de la refuser pour différentes raisons. C'est pas moi qui fais les facturer. Il n'y a pas de raison que je sois facturé. Enfin, c'est qu'un métier. À l'inverse, si cette facture est prise en charge, je vais pouvoir indiquer qu'elle est suspendue, mise en litige, approuvée totalement ou partiellement. En cas de suspension ou de litige, je vais pouvoir demander à mon fournisseur de la compléter pour qu'il me la renvoie. Je pourrais pourquoi pas la refuser si je vois que le litige est toujours d'actualité et pas levé. L'objectif étant qu'à terme, le paiement puisse être réalisé, transmis au fournisseur pour qu'il indique, donc le dernier statut, que la facture a bien été encaissée et que le règlement a été réalisé. Donc tous ces statuts seront des statuts disponibles et pour certains, vous aurez une obligation de les renseigner sur vos différents outils, donc soit vos outils de gestion, soit sur les portails que vous aurez à disposition. Cette fameuse facture, on le disait, elle va avoir des formats différents. Donc 3 formats vont être imposés par l'administration et on va être sur des formats de facture structurés. Donc, vous aurez forcément un fichier XML au niveau de ces factures qui vont permettre aux outils informatiques, aux logiciels, d'automatiser certains processus. Donc, on l'a dit, les trois formats de facture électronique ont été retenus, donc ils sont tous conformes à la sémantique EN 16931. Vous aurez 2 formats XML, donc l'UBL et l'UNCFACT C2I, donc on est vraiment uniquement sur un fichier informatique, un fichier XML, et vous avez un format mixte qui est le format FactureX, où on parle également de format hybride. Ce format sera composé d'un PDF
qui permettra à l'utilisateur de lire et de comprendre la facture qu'on lui émet. Donc, vous aurez un PDF lisible et il aura en pièce jointe, en complément, un fichier de données structurées XML permettant le traitement automatique du logiciel. Donc, dans ce cadre-là, on ne sera plus sur des OCR qui vont permettre de faire de la reconnaissance de caractères, d'identifier des informations. Là, on va se baser sur le fichier XML qui est normé, qui contient des balises dans lesquelles précisément on pourra récupérer les informations attendues, un numéro SIRET, un mode de règlement, des montants de TVA, etc., etc. Au niveau du format FactureX, donc qui va être le format, qui est le format qui a été retenu par Sedge et qui est déjà disponible depuis les versions 9 dans la gestion commerciale. Ce format FactureX est un standard franco-allemand qui est documenté et la documentation est en libre accès à l'URL qui est ici. On est donc sur un format mixte ou hybride, donc une facture PDF A3 qui sera lisible à l'œil humain et qui contiendra ce fameux fichier XML. En fonction du format du profil qui aura été retenu, vous allez pouvoir obtenir plus ou moins d'informations. Soit uniquement des en-têtes et des pieds de facture que l'on aura, soit on pourra, pourquoi pas, avoir du détail sur les lignes de facture. Et ce format-là sera lisible grâce à un logo qui sera posé sur chacune des factures, en sachant que vous allez avoir un format basique WL qui sera le format le plus simple, jusqu'au format Extended, qui permettra d'obtenir un maximum d'informations. Voilà pour cette partie réforme. Ça a permis un peu de peut-être clarifier certaines choses et de revoir un peu ce qu'imposait cette réforme. Et ce qui va nous permettre d'aborder un sujet important qui va être comment se préparer à cette facture électronique, en l'occurrence avec Sedge et avec les versions 10 qui sont sorties maintenant il y a quelques mois. Donc, c'est véritablement ces versions 10 qui vont être la première brique qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir anticiper cette réforme et de vous adapter progressivement à cette nouvelle obligation de dématérialisation de la facture électronique. Donc, il y a certes ce report de 2 ans, mais il faut véritablement considérer ce report comme étant la possibilité de faire une transition en toute sérénité et véritablement une opportunité de s'organiser et d'anticiper cette réforme. Bien évidemment, Sedge ne s'est pas contenté de mettre en place des fonctionnalités en lien avec la réforme de la facture électronique. Certaines améliorations sont complètement indépendantes de cette réforme et Sedge a une attention toute particulière aux suggestions que les utilisateurs remontent, en l'occurrence à partir du portail de suggestions qui est disponible sur chacune des applications. Donc, surtout ne pas hésiter de remonter tout un tas de points importants pour vous sur le Sedge Customer Voice qui va vous permettre, Sedge vous donne la parole et repose son plan d'édition repose grandement sur ces suggestions. Ces versions 10 sont disponibles sur toutes les versions, sur tous les modules de la Sedge 100, du Sedge entreprise, à la suite comptable, aux états comptables et fiscaux, à la gestion commerciale, etc. Et ces versions ont été rendues disponibles depuis le 15 septembre 2023. Et pour les utilisateurs en mode hébergé Sedge, donc le module Sedge SPC, la version est également disponible. Concernant la réforme, on constate qu'il y a effectivement trois périodes, trois phases pour cette réforme. La première phase a commencé en septembre 2023, donc avec cette nouvelle version, qui doit vous permettre d'avoir une confiance certaine dans les données, dans les paramètres de vos outils. On le sait tous, les bases de données ne sont pas forcément à jour de tout un tas d'informations. Ça va être des numéros SIRET qui manquent, des adresses, des conditions de paiement, ne serait-ce qu'aussi une typologie d'entreprise. Est-ce que votre client est concerné ou pas par la réforme? Est-ce qu'il est assujetti ou pas? Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est une entreprise privée? Est-ce que c'est un établissement public? Donc, tout un tas de choses vont être à faire pour vous mettre en conformité et vous assurer des bonnes données. Les prochaines phases qui vont arriver progressivement, ce seront des phases d'automatisation qui vont permettre cette fois de pouvoir gérer les flux d'informations
Et puis, une ouverture qui va arriver avec des extensions qui vont se faire vers d'autres PDP pour que les outils Sedge ne soient pas uniquement compatibles avec le portail public de facturation, mais avec d'autres plateformes pour pouvoir récupérer, pourquoi pas, vos factures sur d'autres solutions. Donc, cette phase de contrôle et de validation des données obligatoires va être très importante parce qu'elle va vous permettre de fiabiliser les flux, déjà d'identifier quels sont les flux et de les fiabiliser pour que les outils puissent déterminer quel va être le circuit et comment je vais devoir envoyer mes informations. Donc, ça va véritablement permettre de sécuriser votre capacité de facturation, tout aussi bien de la facturation émise que reçue. Et puis, bien évidemment, certaines actions correctives seront à appliquer en fonction de cette phase de mise en conformité. Côté Sage, on a un planning qui évoluera dans le temps, mais on a des grandes phases déjà qui sont connues. La première, donc la version 10, qui est sortie en septembre 2023, et on a déjà des outils qui ont été mis à disposition comme des outils de mise en conformité, des API qui vont permettre de simplifier la création de fiches de tiers dans l'application. Et puis tout un tas d'éléments qui vont vous permettre déjà d'identifier dans Sage les typologies de tiers et de préparer ces futurs flux. Prochainement, vous aurez donc, on a déjà eu fin février une première mise à jour en auto-update, la version 10.10, qui a permis là aussi d'ajouter du fonctionnel en lien avec cette réforme, et d'autres mises à jour vont arriver prochainement pour pouvoir rentrer dans cette phase pilote et pouvoir faire des tests en mode autonome. Donc on parlera par la suite de connexion avec le Sage Network, qui va être là aussi la pierre angulaire de cette réforme chez Sage, avec des services de synchronisation, avec l'annuaire par exemple, la possibilité d'émettre ou de recevoir différents flux de invoicing, le e-reporting également, et puis on va commencer à rentrer dans ces cycles de vie et ces bannettes de réception de factures. Donc courant 2024, vous allez avoir cette mise à jour. Également, sur cette année 2024, toujours en auto-update, donc pas de grosses mises à jour à prévoir, mais des mises à jour purement fonctionnelles, vous aurez des possibilités d'exploitation différentes. Une automatisation d'écriture qui sera possible, des rapprochements de documents. Je reçois ma facture de mon fournisseur, je vais la rapprocher de mon BL dans la GESCOM. Cette ouverture vers d'autres PDP, et puis des cas métiers qui sont en cours d'analyse encore et en cours de discussion, qui seront gérés dans le cadre de ces mises à jour. Courant 2025, donc l'année prochaine, vous allez aussi disposer de fonctionnalités complémentaires ou de services complémentaires qui vont venir étoffer l'offre et permettre de mettre en place des contrôles de cohérence e-reporting, des flux complémentaires liés aux aides de caisse par exemple et à la facturation de particuliers, pouvoir gérer des régularisations d'e-reporting, donc tout un tas de choses qui vont venir finaliser cette réforme et venir améliorer le fonctionnel. Si on doit retenir trois phases de cette réforme, c'est véritablement cette phase d'anticipation qui doit vous permettre véritablement dans un premier temps de vous assurer du paramétrage et des données que vous avez dans vos bases. Donc c'est véritablement le gros chantier actuel. Cette phase-là va vous permettre derrière de rentrer dans une phase de test pour commencer à vérifier que tout fonctionne comme il faut, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue données, que vous pouvez faire de l'émission, de la réception. L'objectif étant que, une fois que tout est validé et que tout est prêt, le mode d'exploitation soit disponible et que vous puissiez gérer des automatismes complémentaires, des cas métiers, etc., de manière simple. Donc, véritablement, ce report, même si on peut se dire que c'est dans longtemps, faut le prendre plutôt comme une opportunité de se préparer sereinement et de prendre le temps d'optimiser le paramétrage et les données de ces outils. Pour ce faire, la V10 va vous permettre d'utiliser certaines fonctionnalités qui vont vous accompagner et vous aider dans cette
dans cette mise à jour d'informations. Avec les V10, un nouveau module est disponible, le Sage Data Clean and Control. Ce module aura pour but, dans un premier temps, de pouvoir gérer cette phase d'anticipation et donc ce contrôle des données. Il doit vous permettre de garantir la qualité des données, de s'assurer donc à partir de ces données que les flux seront les bons, que les canaux de communication associés seront les bons et que vous puissiez automatiser ces flux. Cet outil, cette Data Clean and Control, comme on le disait, va évoluer dans le cadre d'auto-update et va vous permettre par la suite d'automatiser certains traitements. Le passage d'écriture en automatique, je récupère ma facture, elle est dans mon outil, et puis je vais automatiser le passage de l'écriture associée à cette facture. Donc on n'est pas du tout dans ce que propose ACS, c'est-à-dire que toute la partie bon à payer, suivi de ce bon à payer, de ce paiement, etc., ne sera pas géré. Et ce flux se concentrera uniquement sur des factures qui seront déposées sur les différents portails publics ou partenaires. Cet outil, cette Data Clean and Control, permettra également d'ouvrir le système, d'étendre votre SI et d'accéder à des plateformes de démat que vous auriez sélectionnées. Et puis, bien évidemment, vous avez une certaine pérennité des contrôles. L'application évoluera en fonction de la réforme et en fonction de la législation. Ça signifie que si une nouvelle règle est imposée par l'administration, l'outil le prendra en compte et vous permettra d'en bénéficier. Donc, si on doit résumer ici, c'est véritablement une analyse de ces données clients, mais aussi fournisseurs, et les paramètres. On pourra identifier les corrections à apporter, et des outils vous permettront d'automatiser le traitement de certaines erreurs. Le point important, c'est véritablement ces numéros sirènes ou sirettes qui vont être une clé indispensable pour les différentes transactions que vous aurez à gérer. Et puis, de noter que ces contrôles sont évolutifs. Donc, c'est pas j'ai un module qui me servira plus à rien dans 6 mois. Cet outil va continuer d'évoluer et vous permettre d'intégrer des fonctionnalités complémentaires. On pourrait se demander quel est l'intérêt de bien paramétrer sa société. L'objectif principal et dès à présent, c'est de pouvoir identifier les flux que vous aurez besoin de gérer. Comme on l'a vu, vous n'allez pas gérer de la même façon un client français et un client étranger. Donc, une fois qu'on identifie ces flux, et comment on va les identifier, ça va être avec des identifiants de TVA, des identifiants SIRET, de la société émettrice, de l'acheteur. Ça va être le type de transaction. Est-ce que je suis sur une vente de biens, de la prestation de services? Quel est le type de TVA? Quelle est sa provenance? Quelles sont les règles de taxation? Tout ça va me permettre de savoir un petit peu comment ça va se passer. Et donc, d'identifier ce que je vais devoir envoyer au PPF, qui dépendront de l'acheteur, de la localisation et aussi de son assujettissement. Si on fait un focus sur quelques flux, on va avoir typiquement un flux 2 de invoicing qui va concerner tout ce qui va être facturation entre du B2B assujetti et du B2J. Le flux 8 pour le e-reporting va concerner tout ce qui va être facturation à l'international à partir des formats de facture que vous utilisez. Puis la même chose, le e-reporting pour le B2C lorsque vous allez émettre des factures à l'intention de particuliers. Pour bien paramétrer ces flux, donc le Sage Data Clean and Control qui est disponible donc à la fois en compta et en gestion commerciale, c'est un module disponible dans ces deux outils, va vous permettre par le biais d'un assistant d'identifier des anomalies sur le paramétrage de votre société, donc les fameux paramètres société. J'ai pourquoi pas des codes pays manquants, je vais avoir des mentions liées à la TVA qui seront mal renseignées, des modes de règlement, tout un tas de choses qui vont devoir être renseignées pour que les flux d'informations puissent se faire. Également, sur mes tiers, je pourrais identifier un tiers qui n'a pas de SIRET, qui n'a pas d'identifiant de TVA. Voilà. Tout ça va me permettre de savoir un peu où j'en suis et surtout de lancer régulièrement ces contrôles, d'autant plus lorsque j'ai des outils qui viennent communiquer avec ma compta et qui m'injectent de nouveaux clients. Ça doit me permettre d'identifier les éventuels manques lors de ces insertions. On le rappelle, les bénéfices du Sage Data Clean and Control, c'est véritablement la possibilité de faire des analyses rapides de toutes les données importantes,
d'éviter au maximum les erreurs et donc de pouvoir s'assurer des flux qui vont être gérés, d'avoir une certaine réactivité, parce que tous ces contrôles vont permettre de garantir votre capacité de facturation, facturation émise ou reçue, et puis encore une fois, de pouvoir suivre les évolutions légales par le biais de mises à jour qui vont venir enrichir l'outil. Donc véritablement, là on est vraiment sur le nerf de la guerre. C'est vraiment véritablement la donnée que vous allez devoir mettre à jour dans vos outils qui va vous permettre d'anticiper les flux et de sécuriser votre capacité de facturation. Si on finit sur cette partie data clean, on va retrouver donc toute la partie conformité. Donc dès 2023, on est sur cette phase de confiance. La partie automatisation qui va vous permettre de gagner en productivité et en simplification, et l'extension possible à d'autres PDP. Donc, si dans votre démarche, vous envisagez de passer par une plateforme de démat partenaire, les outils Sedge seront également compatibles pour permettre cette interopérabilité. Il faut savoir que Sedge sera dans tous les cas compatible avec le portail public de facturation, mais pour certaines raisons, nos clients auront besoin de passer par d'autres outils que le PPF. En lien encore avec la réforme et disponible sur les V10, et qui sont en dehors de la partie Sedge Data Clean and Control, Sedge a activé certaines API qui vont vous permettre de fiabiliser là aussi la création de fiches clients ou fournisseurs. Par le biais de l'API Sirène, vous allez pouvoir, à partir de la saisie de votre raison sociale d'un client ou d'un fournisseur, de renseigner une ville, vous allez pouvoir disposer d'informations automatiques qui vont être récupérées auprès de l'INSEE pour créer la fiche du client avec ses informations d'identification, ses adresses et son numéro SIRET. En complément, vous avez un deuxième bouton qui va vous permettre d'activer l'API VIES, qui est une API européenne, qui va vous permettre d'une part de calculer l'identifiant de TVA intracommunautaire, mais aussi de s'assurer de sa validité. C'est pas le tout d'avoir un identifiant de TVA. Si c'est pas le bon ou s'il n'est pas associé à cette société-là, ça ne sert à rien. Donc cet outil va vous permettre de véritablement vous assurer que ce que vous avez dans la comptabilité est juste et exploitable. Donc encore une fois, un gain de temps au niveau de l'alimentation des données et une fiabilisation de cette information. Mais une nouvelle habitude à prendre, encore une fois, dans le cadre de la réforme de la facture. En lien toujours avec cette réforme, vous avez là aussi au niveau du paramétrage de votre société des mentions particulières qui vont être à renseigner, votre régime d'imposition, et vous allez avoir tout un tas de régimes qui vont être disponibles, cette fameuse option de paiement de la TVA sur les débits, qui aura un impact évidemment sur cette réforme. Et puis, vous commencez là aussi à avoir des informations qui vont venir se rajouter dans les fiches tiers. Vous avez un panneau facture électronique disponible permettant d'identifier si votre tiers est assujetti ou pas à la TVA, s'il y a des identifiants particuliers à renseigner, ou si cette entité va être référencée ou sera référencée dans l'annuaire. Est-ce que c'est une entreprise privée ou un établissement public, etc. Encore une fois, tout ce qui va vous permettre d'anticiper et de préparer les différents flux d'informations. On va retrouver aussi sur les pays, sur les différentes tables, des notions de localisation, est-ce qu'on est sur de la taxation en France ou autre, etc. Donc tout un tas d'éléments qui vont permettre de préparer cette réforme. Également, un point important a été apporté par Sedge sur la partie TVA. Et même la V10 dispose de nouvelles fonctionnalités liées à la TVA, de simplification, avec au niveau des registres des possibilités maintenant de suppression automatique de registres dans le cadre de délettrage. Les imports au format paramétrable vous permettent maintenant là aussi d'automatiser la génération de ce registre automatiquement, ce qui n'était pas le cas sur les versions précédentes. Des possibilités aussi de régénération de registres en cas d'oubli, de manque ou de correction à apporter. Et puis, vous retrouvez là aussi d'autres champs possibles, toujours dans le cadre de cette réforme. Des notions de provenance qui ont été revues et clarifiées,
des mentions d'exonération, des types d'exonération, etc. Donc tout un tas de choses, encore une fois, permettant d'automatiser les flux par la suite. Un point important également avec la réforme et la V10, vous avez dès à présent, depuis les V9, la possibilité d'émettre des factures au format FactureX. C'était le format qui est obligatoire sur la V9. Avec les V10, vous avez la possibilité de désactiver temporairement ce format. Ça a été nécessaire chez certains clients pour pouvoir déposer de manière automatique les factures sur le portail Chorus Pro. Chorus avait des soucis pour gérer cette partie-là. Donc, il a fallu trouver des solutions et Sedge a implémenté cette possibilité de désactiver le format FactureX pour le réactiver au moment voulu. Voilà pour cette partie réforme de la facture électronique. Donc, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et surtout de vous tenir au courant et informer de cette réforme parce qu'elle évolue régulièrement et vous aurez besoin d'être au courant de tout un tas de changements potentiels. On le disait en introduction, donc on va faire un petit focus sur la partie moyen de paiement qui, mine de rien, peut vous permettre de dématérialiser un autre process en lien avec, là aussi, la facture électronique, parce que ce que vous allez recevoir en facture dématérialisée, vous allez devoir le régler de différentes façons. Donc, cette brique moyen de paiement, dans l'univers Sedge, vient se greffer au socle, on va dire, aux produits historiques qui sont la comptabilité, la gestion commerciale. Autour de ces outils principaux, on va retrouver ces fameux moyens de paiement en lien avec de la communication bancaire. Les moyens de paiement ont aussi un lien avec la partie trésorerie. Les IMO sont interconnectés avec la compta et évidemment les états comptables et fiscaux aussi. Le socle de tout ça étant, pourquoi pas, la partie BI qui va permettre d'analyser toutes les données qui vont être gérées par ces outils. Vous retrouvez aussi en complément des outils de recouvrement, d'automatisation comptable. On en parlait la dernière fois avec ACS et on en reparlera plus tard. Et tous ces outils sont bien évidemment tous interconnectés et vont permettre des échanges d'informations en temps réel entre les différents outils. Donc nous, on va faire un focus particulier sur les moyens de paiement et je dirais même le pôle comptabilité pour que vous puissiez bien voir un petit peu l'ampleur des possibilités que vous avez sur Sedge. La comptabilité va vous permettre de gérer toute la partie écriture, l'analytique, la gestion de TVA, la partie relance, le rappro, etc. Les moyens de paiement, eux, vont se connecter à la comptabilité pour gérer tout un tas d'encaissements, repartir sur les notions d'écriture non lettrée pour pouvoir générer ces règlements, intégrer les relevés de compte et automatiser certains flux. Les moyens de paiement permettront également, par le biais d'outils de communication bancaire automatique ou manuel, de communiquer avec vos différentes banques. La trésor a un lien aussi avec la partie moyens de paiement parce que les moyens de paiement peuvent concentrer les relevés de compte et les diffuser et les exploiter à la fois dans la partie rappro bancaire automatique et dans la partie trésorerie. Et puis, vous avez dans le pôle comptable et financier la partie IMO qui permet de gérer tout ce qui sera IMO, amortissement, inventaire et bien évidemment le transfert comptable. La partie automatisation comptable et recouvrement créance est vraiment dédiée et interfacée nativement avec la compta et va permettre d'automatiser certains processus et de les dématérialiser. Si on se concentre sur la partie moyen de paiement, l'objectif de cet outil, c'est principalement de gérer les encaissements et les décaissements. Les encaissements de chèques, les prélèvements, pourquoi pas, la gestion de LCR qui se fait encore, des remises de cartes bancaires pour certains secteurs d'activité, donc tout ce qui va permettre d'automatiser la partie encaissement. À l'inverse, tous les paiements peuvent également être automatisés à partir des moyens de paiement. Je vais mettre des chèques, je veux gérer des virements SEPA, pourquoi pas faire des virements de trésorerie, des virements de compte à compte entre différentes sociétés. Et puis, je vais pouvoir gérer aussi des virements nationaux et internationaux. La norme SEPA va me permettre de gérer des virements dans un pays membre de ce SEPA en euros. Mais si je dois faire des virements en dollars, des virements en yens ou des virements aux États-Unis en euros, je vais pouvoir utiliser la fonction de virement international. Et puis évidemment, la gestion des LCR. En complément de ces deux fonctions principales, vous avez des fonctions de gestion de mandat
pour les prélèvements clients, si vous les gérez, vous allez pouvoir centraliser tous vos mandats, les éditer, les envoyer à vos clients et les stocker dans l'application. Pourquoi pas automatiser ces traitements par le biais de lots préétablis qui vous permettent de simplifier la création de ces échéances. De gérer, pourquoi pas également, des relevés d'opérations au format CAMT 054, virement reçu, rejeté, prélèvement reçu ou rejeté, etc. Et puis, de personnaliser, d'automatiser la partie comptable, c'est-à-dire que tous les éléments qui vont être saisis dans ces outils vont générer des écritures selon vos attentes. Et bien évidemment, la possibilité d'intégrer également vos relevés de compte. En complément des moyens de paiement, vous disposez de modules de communication bancaire qui vont aller du module de communication bancaire simple, en IBX-T ou TS simple signature, et puis vous pouvez aller sur des outils de communication bancaire un peu plus évolués, on va dire, avec de la double signature conditionnelle, pourquoi pas. Voilà, j'ai un virement qui est fait de tel montant, il dépasse un plafond, donc c'est une double validation qui doit être faite à l'aide de clés tokens qui seront mises à disposition par vos banques. Si ces outils de communication ne sont pas nécessaires, vous pouvez avoir déjà vos propres outils ou si vous êtes dans un environnement simple, vous avez la possibilité de faire des dépôts de fichiers manuels sur le site des banques et de gérer la validation sur le site de la banque directement ou par le biais des applications mobiles que les banques vont vous proposer. L'objectif étant que la comptabilité vous permet de gérer la partie échéance, les moyens de paiement, l'encaissement, le tout envoyé à la banque pour automatiser ces processus. On va retrouver également la trésorerie. On parle de la trésorerie parce que, encore une fois, on parle de communication bancaire, d'envoi, mais de récupération également d'informations auprès de la banque. Et ces éléments vont vous permettre de suivre la trésorerie au quotidien. Identifier des retards de paiement, des dépassements de découverts autorisés, de récupérer au quotidien tous vos extraits de compte et d'avoir un suivi au jour le jour, d'optimiser vos analyses avec des synthèses quotidiennes, des situations de trésorerie, des prévisions de trésorerie, etc. Et puis là aussi de pouvoir agir, de faire des rééquilibrages de compte, pourquoi pas, et de générer ces fameux virements de trésorerie qui passeraient par les moyens de paiement, de gérer vos placements et vos financements. Et puis bien évidemment, on a une intégration native et complète avec les modules de comptabilité et de moyens de paiement. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu, qu'on fasse un petit focus sur la partie moyen de paiement pour que vous puissiez voir un petit peu la simplicité d'utilisation et les possibilités d'utilisation sur cette partie moyen de paiement. Hop, je vais vous partager mon écran si j'y arrive. Hop, voilà. Donc le module moyen de paiement, si vous connaissez la comptabilité, est très proche d'un point de vue ergonomie et possibilité. Donc dans notre cas, on va s'atteler à générer une remise de virement à l'intention des fournisseurs, remise qui va s'opérer en 2 étapes. Je vais d'abord, dans un premier temps, identifier les éléments que je vais vouloir régler. Pour ce faire, je vais avoir la possibilité d'aller interroger ma comptabilité et d'identifier par le biais de critères des écritures que je voudrais lettrer, donc des factures que je voudrais régler en fonction de date d'échéance, en fonction de mode de règlement, en fonction de journaux de saisie, et puis en lien avec cet outil ACS, la notion de position du bon à payer. Si j'utilise ACS, ACS va me permettre de savoir quelles sont les factures validées ou pas, et je vais pouvoir identifier ici celles que je veux récupérer. Certaines factures pourront passer par un workflow de validation, d'autres pas. Tout ça va me permettre de retrouver une liste d'écritures non lettrées et de pouvoir choisir les écritures que je vais passer. Donc certaines ne sont pas soumises à validation, le plafond n'est pas dépassé, donc je vais pouvoir les régler comme ça. D'autres sont en bon à payer, donc elles ont eu un processus de validation dans l'outil et je vais pouvoir de cette façon-là identifier les factures que je vais pouvoir régler ou pas. Cette sélection de factures va être très simple, c'est moi qui vais pouvoir dire au système, je veux régler cette facture, je veux régler cette facture, je veux régler cette facture. Si une facture n'est pas en bon à payer, qu'elle est en attente de validation, elle ne sera pas sélectionnable, je ne pourrai pas la régler tant que le bon à payer n'aura pas été donné. Je vais sélectionner mes factures et puis je vais pouvoir dès à présent indiquer la date à laquelle je vais faire mon virement. Je sais que mon virement, c'est demain que je dois le faire,
je vais le préparer aujourd'hui et le mettre à disposition de ma banque. Je vais pouvoir également choisir la banque sur laquelle je vais faire mon virement. Ma banque, je la sélectionne ici. Et je vais pouvoir également indiquer au système si je souhaite faire autant de virements que de factures à régler, ou bien si j'ai plusieurs factures à régler pour un même fournisseur, je ne ferai qu'un seul virement des 2 factures. Et à partir de là, je vais pouvoir pointer mes échéances et le système m'indique, bah voilà, mon 3e virement, c'est celui-ci. Le premier que je dois faire par rapport à la date d'échéance, c'est celui-ci. Et ces différentes factures vont être réglées avec le 2e virement qui va globaliser avec un montant global de 14 000 euros, un peu plus de 14 000 euros. Mais je peux très bien continuer et faire ça en plusieurs fois et continuer à pointer mes échéances pour obtenir mes différents virements. Une fois que cette sélection est faite, je vais pouvoir valider mes sélections et retrouver ici mes différents virements. Ces virements, je vais pouvoir les consulter pour retrouver les informations qui ont été générées par l'application, compléter pourquoi pas des informations liées au motif du virement, au numéro de facture, à la banque du fournisseur également, cette banque pouvant être modifiée si besoin était pour retrouver et ressaisir les informations que le fournisseur nous a fournies. Dès cette étape, j'ai la possibilité de consulter à n'importe quel moment les factures associées. Donc, je vais pouvoir retrouver ici toutes les écritures qui me permettent de justifier le virement qui va être émis. Également, si je le souhaite, on a la possibilité de faire parvenir directement de cette étape un document qui va indiquer au fournisseur que à telle échéance, il va recevoir un virement de tel montant et qui règle les différentes factures concernées. Et ça peut être envoyé de manière automatique par mail ou bien édité et puis envoyé par la suite au fournisseur. Une fois que ces virements sont préparés, donc j'ai la main pour revenir dessus, si tout me convient, je vais passer à mon étape de gestion qui va être l'étape pendant laquelle je vais pouvoir transmettre ces virements à mon fournisseur par l'intermédiaire de ma banque. Je vais retrouver ici, alors j'en ai oublié quelques-uns, je vais retourner ici, hop, je vais renvoyer tous ces éléments, comme ça je les ai tous. Je vais retrouver ici tous les virements que j'ai préparés, en sachant qu'on est sur un outil en multi-utilisateur, c'est-à-dire que j'ai mes virements, mais si d'autres utilisateurs sont habilités à les saisir, ils vont pouvoir le faire et les centraliser à une personne habilitée à les transmettre à la banque. J'ai la possibilité, encore une fois, de compléter et de revoir ce que j'ai fait. Pourquoi pas de modifier la banque à partir de laquelle je vais émettre ces virements. Et puis, je vais pouvoir tout simplement choisir les virements que je vais émettre. Pour X raisons, je dois en mettre un en attente. Je le mets de côté, je ne le sélectionne pas. Je pointe les autres éléments et je les transmets à la banque. Cette transmission va pouvoir se faire de différentes façons en fonction des besoins et des possibilités. Je vais pouvoir, pourquoi pas, faire juste un fichier magnétique. Et c'est moi qui vais m'occuper de faire du dépôt sur le site de ma banque en web banking, sur le portail. Je peux faire une télétransmission automatique, télétransmission qui peut être faite donc, par le biais d'une communication bancaire de type Sedge Direct ou Sedge Flux bancaire, en simple signature, en double signature ou en IBXT tout simplement, sans signature particulière. J'ai également la possibilité de revoir avant la génération de ce fichier la banque à partir de laquelle je vais émettre ces virements et je vais pouvoir éditer des documents complémentaires qui vont me permettre de justifier le fichier. La liste de mes fournisseurs, les montants, les RIB, tout un tas d'informations qui vont me permettre d'avoir une trace de ce qui a été fait. Une fois que ces éléments ont été générés, donc moi je vais ici juste faire un fichier magnétique, je génère ce fichier. Le système me demande où enregistrer mon fichier, donc je peux le déposer au bon endroit. Je l'enregistre et mes différents virements vont être traités. Ces virements sont considérés comme émis en banque. Ils vont être retrouvés ici, dans cette partie-là, qui me permet d'identifier tous les virements qui ont été émis. À partir de ce moment-là, la dernière étape que j'ai à faire, j'en ai deux. J'ai d'abord une étape de comptabilisation. Et Sedge va vous permettre tout simplement, en cliquant sur ce petit bouton, d'envoyer dans la comptabilité vos règlements, mais également, en même temps que le règlement, le lettrage de vos écritures va se faire. Donc, pas besoin de repasser sur vos comptes après. Les écritures sont automatiquement lettrées et les informations à jour en temps réel. Je clique sur comptabiliser. J'ai une possibilité évidemment d'éditer un journal de contrôle qui va reprendre toutes les imputations comptables que l'on aura générées et qui va vous permettre de paramétrer votre schéma comptable tel que vous le souhaitez.
Je comptabilise mes règlements. J'ai la possibilité de clôturer ces écritures pour éviter toute modification a posteriori. Et le système vous génère les écritures. Évidemment, je suis connecté sur le journal en question. Hop, voilà. Je comptabilise, je clôture. Hop, et comme on est sur 2024, le système me demande de créer mon exercice 2024. À partir de là, mon fichier a été généré, je n'ai plus qu'à le déposer à la banque, à le valider, et la banque va émettre les règlements en question. On l'expliquait également, j'ai la possibilité, pourquoi pas, d'exploiter mes relevés d'opération qui vont me permettre d'identifier les virements rejetés, les prélèvements qui auraient été impayés ou les virements que j'ai reçus et les prélèvements également. Le tout me permettant d'automatiser le passage d'écriture dans ma comptabilité. Je vois qu'on a dépassé un petit peu le temps, Jessica, je m'en excuse. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, moi, j'ai fait le tour sur la partie moyen de paiement. J'ai essayé d'être le plus bref possible. Alors, oui, on a des questions. Alors, la première. Bonjour. Pour la mise à jour des fiches tiers fournisseurs, il ne sera plus possible d'utiliser des comptes fournisseurs divers. Est-ce qu'on peut rattacher plusieurs comptes fournisseurs à un autre compte? Alors, effectivement, pour pouvoir automatiser les différents flux, vous allez devoir renseigner le numéro SIRET concerné. Ce qui veut dire que vous allez avoir autant de fiches fournisseurs que de SIRET, et il ne sera plus possible d'avoir un fournisseur divers dans lequel vous allez passer tout un tas d'écritures. Après, si c'est en lien avec une notion de note de frais, ça c'est un cas particulier, mais pour des fournisseurs identifiables et pour lesquels vous passez des commandes, vous serez obligé d'avoir effectivement cette fiche individuelle permettant d'identifier précisément le tiers. Alors, une autre question. Je suis une société exonérée de TVA. Dois-je, dès septembre 2026, pouvoir au minimum réceptionner les factures de mes fournisseurs sur les plateformes PPF ou PDP? Qu'en est-il pour l'émission de nos factures? Alors là, faudrait vous rapprocher de votre expert comptable ou pour voir avec lui exactement, parce que effectivement, la notion d'assujettissement à la TVA est importante. C'est que si je suis assujetti, mais que je ne paye pas de TVA, je suis concerné. Dans le cadre d'exonération, vous seriez normalement non, non concerné par cette réforme. Ce qui veut dire que pas besoin d'émettre de manière dématérialisée, pas besoin de recevoir de manière dématérialisée. Vous allez continuer à gérer vos factures clients-fournisseurs comme maintenant. Et j'ai une dernière question. Quelle est la valeur ajoutée de Sage sans moyen de paiement par rapport aux autres solutions qui existent sur le marché actuellement? Alors, un point important, parce qu'il y a effectivement des solutions bancaires qui sont proposées, il y a tout un tas de possibilités. Il y a un point que les autres solutions ne pourront jamais réaliser, c'est cette notion de lettrage des comptes que Sage va faire de manière automatique. Moi, si je génère des virements à partir d'une application bancaire lambda, donc je peux pourquoi pas exporter de Sage et intégrer ça dans mon outil de communication. Je peux générer mon virement et je peux envoyer mes écritures en compta. Mais l'envoi des écritures en compta ne permettra pas d'automatiser le lettrage. Également, tout est nativement connecté, comme on le disait, ce qui veut dire que j'ai pas besoin de faire d'export, d'import. Tout est fait par le simple fait de cliquer sur des boutons. Encore une fois, voilà, là je suis dans mes moyens de paiement, je veux générer mes virements, je les récupère ici, j'ai des fenêtres de sélection. Donc on manipule de la donnée, mais je fais pas de traitement informatique à proprement parler. Je fais pas d'export, je fais pas de tout un tas de choses. Donc le processus est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus sécurisé aussi parce que là aussi, j'ai pas besoin d'exporter d'informations et je peux très bien générer un fichier aux normes bancaires et celles j'évolue en fonction évidemment, en passant par des systèmes de validation intégrés à Sedge ou intégrés à la banque. Donc, le gros point important, c'est voilà, cette simplification et ce lettrage que aucun outil du marché ne pourra vous proposer.
C'est très clair. Bah, écoute, Bruno, il n'y a pas d'autres questions. Merci encore pour cette présentation très riche. Je t'en prie, oui, Euh, et peu dépassé. j'invite également, oui, un petit peu dépassé, mais de 10 minutes, ça va. Et j'invite aussi les autres participants, si vous souhaitez vous inscrire ou si vous souhaitez découvrir l'outil Sage d'automatisation comptable, il y a une prochaine session sur les rendez-vous de la facture électronique le 2 avril. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tous pour votre participation. Merci, bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée.